Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Avec aujourd'hui notre invité Henri Guénaud. Henri Guénaud, député UMP des Yvelines. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau Michel Urvois, éditorialiste à Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Virginie. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez une quarantaine de minutes pour nous envoyer vos questions que nous ferons un plaisir de transmettre à notre invité. Alors Henri Guénaud, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va vous faire commenter un petit peu l'actualité récente. Un essayiste d'extrême droite, Dominique Vénère, s'est suicidé à Notre-Dame et a appelé à des actions choc contre le mariage pour tous. Qu'est-ce que cette information vous inspire, cet acte vous inspire ? Rien de politique. C'est une tragédie humaine. Un suicide, quelqu'un qui met fin à sa propre vie, c'est toujours un événement terrible. Je n'ai rien d'autre à dire. Que voulez-vous dire devant un tel événement? On sait que Marine Le Pen, par exemple, a rendu hommage à cette personne. Voilà. Non, moi, l'hommage au suicide est quelque chose qui m'est totalement étranger. Pour moi, mettre fin à sa vie n'est pas un acte qui mérite qu'on lui rende hommage. Je respecte le choix de ce monsieur. Je suis toujours effondré de voir une vie s'arrêter de cette manière. Un hommage pour un suicide, non. Alors pour en venir plus au fond des choses sur le mariage pour tous, Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP, dit que si la droite revient au pouvoir, il réécrira le texte. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il serait possible de faire si vous reveniez au pouvoir en 2017? Alors d'abord, avant de parler de ce qui va se passer dans 4 ans, parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Le combat n'est pas achevé. Dimanche, il y aura une grande manifestation. J'espère qu'il y aura beaucoup de Français dans la rue, à la fois à cause du mariage, à cause aussi de la méthode que le gouvernement a employée, plus généralement pour arrêter l'espèce de glissade sur une pente sur laquelle moi je ne veux pas aller. Ce qui est en cause, c'est une idée de la civilisation, une idée de la société, mais aussi une idée de la République, de la manière de décider tous ensemble de ce que nous voulons, de la société dans laquelle nous voulons vivre. Dans quelle société, dans quelle civilisation voulons-nous vivre? Voilà la question qui est posée. Et le président de la République a toujours la possibilité de prendre enfin ses responsabilités de président, c'est-à-dire d'unir les Français, de faire les gestes, de prononcer les mots qui unissent les Français quand ils sont profondément divisés. Et c'est le cas, ils sont profondément divisés. La façon dont s'y est pris la majorité fait que cette loi a du mal à être la loi de tous. Elle a du mal à avoir la légitimité qu'a d'habitude la loi de la République. Donc vous demandez une intervention du président de la République pour dire solennellement, voilà, bon, cette loi existe, elle a été votée, mais on n'ira pas au-delà, voilà son périmètre, c'est ça que vous attendez? Non, moi je vais beaucoup plus loin pour l'instant. Moi je réclame ce que j'ai toujours réclamé, que le peuple tranche. Voilà, c'est une loi qui modifie les équilibres de notre civilisation, qui modifie en profondeur les règles de la filiation. Donc il y a des conséquences énormes sur notre façon de vivre ensemble. Bon. C'est au peuple de trancher. Voilà, donc je continue à réclamer au président de la République un référendum sur ce sujet. Il en a toujours la possibilité. Mais on va avoir les premiers mariages très rapidement, puisqu'il y a déjà des demandes. Les maires vont les célébrer. Ça, nous verrons comment ça va se passer. Moi, je n'en sais rien. Vous savez ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, sur un sujet qui divise aussi profondément les Français? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je dis au président de la République, en refusant d'écouter les Français qui vous demandent un référendum, qui vous demandent de pouvoir trancher eux-mêmes cette question, vous prenez une très très lourde responsabilité. Vous prenez la responsabilité de diviser profondément les Français. Vous prenez la responsabilité d'affaiblir les institutions de la République qui nous font vivre ensemble. Voilà. Vous prenez la responsabilité, prenez le risque que cette loi ne soit pas considérée comme la loi de tous. C'est un risque considérable. Donc moi, j'en suis là aujourd'hui. Après ce que nous ferons dans 4 ans, bien, nous verrons ce qui va se passer d'ici là. Je pense que juridiquement, il sera très difficile d'abroger cette loi. Je l'ai dit depuis le départ et c'est pour ça que je réclamais un référendum. Parce que ce sont des lois difficilement réversibles. Ce n'est pas une loi comme une autre. Bon. Et donc une loi comme ça peut pas se décider par un abus de majorité, comme on fait
On change un taux de TVA. Mais si c'est voilà. difficilement réversible, quelle serait l'utilité d'un référendum dans ce cas? Non, aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est très facile. Le référendum, ce sera un référendum d'abrogation. La loi n'est pas encore appliquée. Rien n'empêche le président de la République demain de dire aux Français, écoutez, à vous de décider. Alors le CPE était aussi promulgué, il n'a pas été appliqué. Hein, mais ça n'empêche pas, rien n'empêche une loi référendaire de défaire immédiatement une loi parlementaire si le peuple en décide ainsi. Ce qui supposerait, qu'on aille très vite. Oui, ce qui supposerait qu'il y ait qu'il y ait énormément de gens dans les rues de Paris dimanche et que le président de la République enfin entende la voix du peuple, entende ce que les Français lui disent et fasse ce que François Mitterrand avait été capable de faire avec la loi sur l'enseignement libre, ce que Jacques Chirac avait été capable de faire avec le CPE ou en 1995 avec les réformes Juppé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où une majorité sentant qu'elle va trop loin, doit s'arrêter. Et c'est le rôle du président de la République que de fixer cette limite. Voilà. Alors après, ce qui se passera dans 4 ans, bien, nous verrons ce que sera la marge de manœuvre. Mais moi, je crois qu'on mentirait aux Français en leur disant qu'on va à coup sûr abroger cette loi. En revanche, si elle est là, si on n'a rien fait, si les Français sont divisés, il faudra tenir compte de ce qu'est l'état du pays. Et au moins essayer d'en limiter la portée. Je pense en particulier sur les conséquences sur la filiation, sur la GPA, la PMA. Mais que fera le pouvoir en place? Est-ce qu'il aura d'ici là décidé de légaliser la PMA, de légaliser la GPA, même s'il dit le contraire? Que feront les instances judiciaires françaises, européennes sur ces sujets-là? Quelles conséquences elles tireront des textes? Je n'en sais rien aujourd'hui. Voilà. Mais battons-nous ici, maintenant, parce que le combat n'est pas terminé. Alors Henri Guénaud, on va revenir à cette manifestation de dimanche. On a beaucoup de questions à ce sujet de la part de nos internautes. Par exemple, Jean22 qui nous dit est-ce qu'elle est vraiment utile, cette manifestation, maintenant que la loi est promulguée? Il s'interroge. Est-ce qu'il va y aller ou pas? Mais oui, elle est plus utile que jamais. D'abord, montrer que rien n'est résolu, que le peuple ne se soumet pas à ce coup de force législatif. Vous savez, la différence entre une république et une tyrannie, elle commence par le droit de manifester. Donc, nous avons le droit de manifester. On ne peut plus avoir ce débat dans l'enceinte de l'Assemblée, où on n'a eu qu'un faux débat, pareil au Sénat d'ailleurs, puisque la conclusion était écrite d'avance, puisque la majorité avait décidé de suivre sa voie toute seule, sans rien demander à personne, sans attendre rien de personne. Elle aurait pu faire autrement. On aurait pu faire comme pour les lois bioéthiques, réunir autour d'une table la majorité, l'opposition, la droite, le centre, la gauche, et puis dire « nous avons un problème d'égalité à résoudre. Bon, et nous allons essayer de le résoudre ensemble ». Et ça aurait été tout autre chose. On aurait eu un vrai débat, une vraie discussion, une vraie échange. Nous aurions construit ensemble une solution. Et il y aurait eu une très large majorité dans l'hémicycle, au Sénat, comme à l'Assemblée, pour faire de cette loi la loi de tous. C'est pas ce qu'on a fait. Bon, donc il est normal que le peuple dise on ne peut pas gouverner comme ça. Il est normal que le peuple se fasse entendre ailleurs que par la voix de autrement que par la voix de ses représentants, puisque ces représentants maintenant ne peuvent plus rien dire. Donc ça se dit dans la rue, voilà, je trouve ça... Non, je trouve au contraire, c'est très important que le président de la République prenne conscience, à cause du nombre, qu'il ne peut pas gouverner la République de cette manière. Voilà. Et est-ce que, comme pour Jean-François Copé, c'est votre dernière manifestation sur ce sujet? Je n'en sais rien, nous verrons. Nous verrons. Mais en tout cas, celle-là, j'y serai et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et moi, je serai avec le peuple dans la rue. Les animateurs de la Manif pour tous avaient exprimé l'intention de présenter des candidats aux municipales. Est-ce que vous pensez que la Manif pour tous peut devenir un mouvement permanent d'opposition, voire un parti politique, ou est-ce que c'est exclusivement lié à cette affaire de mariage? Écoutez, je n'en sais rien. Ça, c'est le problème des organisateurs de la Manif pour tous. Et en tant qu'élu de droite, est-ce que vous souhaitez... Je ne souhaite rien. Je sais que ce mouvement, je ne parle pas de la Manif pour tous, mais ce mouvement, cette espèce d'insurrection civique contre à la fois cette loi, contre cette façon de gouverner, contre la pente sur laquelle nous nous engageons, parce que derrière, il y a tout le reste. Il va y avoir la fin de vie, il va y avoir la légalisation de la drogue, il y a une certaine façon de concevoir la société, de concevoir l'ordre social, de concevoir la morale commune, les valeurs partagées. Bon, moi, je descends dans la rue pour défendre une idée de la société et de la civilisation et pour m'opposer à cette pente
hein, qu'aujourd'hui on présente toujours comme Et beaucoup fatales. de gens à l'UMP disent que ce n'est pas la place d'un parlementaire d'être dans la rue. Eh bien, je vais vous dire, j'ai une réponse très simple. simple. J'ai une réponse très simple pour eux. C'est ils n'ont qu'à ne pas y aller. Voilà. Et moi, j'irai. Mais je parle des gens du UMP. Mais je sais, mais je réponds à mes amis de l'UMP, vous ne voulez pas y aller? N'y allez pas. Personne ne vous force. Mais moi, j'irai et je ne reçois de leçons sur ce sujet de personne. J'y vais, pas parce qu'il y a un mot d'ordre d'un parti politique, j'y vais parce que ma conscience, à la fois ma conscience d'homme et ma conscience de citoyen et ma conscience d'élu me pousse à y aller. Je serai dans la rue avec les Français qui seront dans la rue. Voilà. Chacun ira d'ailleurs pour des raisons qui lui appartiennent. Voilà. Les miennes, je les ai exprimées pendant des semaines. Alors Henri Guénaud, une question de Suzy qui vous dit « Jean-François Copé veut élargir la protestation à la politique familiale de François Hollande. Est-ce que c'est une bonne idée ?» Mais elle va forcément être élargie à tout. Elle va être élargie à la famille, elle va être élargie à l'idée qu'on se fait, encore une fois, de la société, de la civilisation, et à l'idée qu'on se fait de la manière de gouverner. Ben, bien évidemment, les gens vont descendre pour toutes sortes de raisons. Bien sûr pour le mariage, mais pour tout ce qu'il y a derrière, pour tout ce que ça symbolise de vision de la société, de choix pour notre avenir. Oui, mais c'était déjà le cas le 24 mars. Il y a des gens qui ne descendront que pour la question du mariage, des gens qui vont descendre pour toutes sortes de raisons dans la rue. Mais ils seront tous ensemble dans la rue pour dire, reprendre au fond le mot que j'avais lancé le 24 mars sur l'avenue de la Grande Armée, pour dire assez, assez, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à gouverner comme ça, on ne peut pas continuer à nous présenter comme fatales des choses qui ne sont pas fatales, qui sont des choix collectifs auxquels tout le monde veut être associé. On ne peut pas continuer à bâtir la société et la civilisation sans nous, sans les Français, sans le peuple français. Une question va se poser très rapidement aux élus locaux, aux maires, qui vont être confrontés au choix de marier, pas marier. Donc la loi normalement s'applique. Il y a certains maires, UMP notamment, qui disent « moi je ne marierai pas de couple homosexuel ». Donc ils font une grève de la loi en quelque sorte. Est-ce que vous les approuvez? D'autres disent « je le ferai si mes adjoints vraiment ne veulent pas ». D'autres disent même « on pourrait demander à l'opposition de les marier puisque moi je ne veux pas ». Écoutez, moi je ne suis pas maire, donc ce cas de conscience ne se pose pas à moi. Je ne jetterai la pierre à personne. Voilà. Chacun fera en fonction de sa conscience. Le président de la République, la majorité ont décidé de faire adopter cette loi de cette manière, qu'ils en assument les conséquences. Je ne jetterai la pierre à personne. Je peux comprendre que la conscience de certains les amène à ce genre d'attitude. Bien, voilà, ils en rendront compte à leurs électeurs. Mais la loi, c'est la loi de la République. Est-ce qu'elle doit s'appliquer ? Mais si on veut que ce soit la loi de tous, il faut faire en sorte que ça puisse l'être. Vous savez, la démocratie et la République, c'est un miracle de tous les jours. Et pour que chacun accepte la loi de l'autre, pour que la minorité accepte que la majorité gouverne, il faut que la majorité sache se retenir, sache faire preuve de retenue, sache qu'elle ne peut gouverner qu'avec le consentement de ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Je ne dis pas qu'il faut chercher le consensus, mais le consentement est nécessaire. Encore une fois, pourquoi croyez-vous que François Mitterrand a refusé d'aller plus loin sur la loi sur l'école libre? Parce qu'il a senti qu'à un moment donné, il y avait une fracture dans la société qui allait diviser profondément les Français. Le gouvernement et la majorité ont choisi de les diviser profondément. Il y aura des conséquences. Je ne jetterai, moi, la pierre à personne parce qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires pour faire en sorte que cette loi soit partagée par tous. Moi, je ne sais pas ce que je ferai, je ne suis pas maire, mais je ne jetterai la pierre à personne. Maintenant, nous verrons bien comment les choses vont se passer. Je le répète, le président de la République, en refusant d'écouter les Français dont la conscience a été choqué, blessé, ébranlé par ce texte et par la manière dont il a été adopté, a pris une responsabilité très grave. Et bien voilà, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la société française. Alors Henri Guénaud, on va terminer ce chapitre sur le mariage pour tous avec cette question de Manu, qui nous dit que samedi, une jeune femme de 22 ans a été agressée parce qu'elle est homo. Les manifs pour tous et autres propos enflammés, dit-il, n'ont-ils pas libéré la parole et les actes homophobes en France ? Mais le fait d'avoir mis ce sujet sur la table de cette façon a créé un climat qui est un climat extrêmement mauvais. Bon, moi je
non seulement je désapprouve, je condamne absolument tout acte homophobe. Je n'ai jamais été homophobe de ma vie. Je considère que ce débat n'était pas un débat pour ou contre l'homosexualité. J'ai d'ailleurs écrit un petit livre dont les 10 premières pages sont consacrées à ce sujet de la reconnaissance de l'amour homosexuel et de l'homosexualité dans la société. Donc ce procès, on ne peut pas le faire de façon générale. On ne peut pas dire que tous les gens qui étaient contre, du seul fait qu'ils étaient contre, ont réveillé l'homophobie, parce que sinon, nous sommes dans une société où on ne peut plus rien dire. Hein. On m'a dit, mais les enfants, par exemple, se sentent stigmatisés par ces manifestations, les enfants qui sont recueillis par des couples homosexuels. Mais si j'accepte cette position, je me condamne à ne plus rien dire du tout. Donc, j'ai le droit, légitimement, sans être homophobe, en condamnant violemment, fortement, catégoriquement les actes homophobes et même les attitudes homophobes, j'ai le droit d'être contre cette loi pour des raisons, encore une fois, que j'ai expliquées, qui tiennent à mon histoire personnelle, à ma vision de l'homme et de la société, et je refuse de me laisser englober dans cette condamnation. Voilà, vous savez, on m'a déjà fait ce procès. Je me souviens dans un grand hebdomadaire, il y avait la journaliste avait fait un article sur le site de cet hebdomadaire. 2 jeunes homosexuels avaient été agressés scandaleusement, honteusement. Ils avaient fait un article qui était précédé par la photo du visage tuméfié de chacun d'eux, et au-dessus, il y avait ce titre. Hein, qui était évidemment, ce n'est pas Guénaud qui m'a agressé, mais point de suspension. Bon, j'ai dit à l'époque que c'était abject, que le journal était abject d'avoir publié cela, et que la journaliste avait fait preuve d'abjection. Voilà, ça a été retiré, une fois que j'ai dit ça sur une radio, ça a été retiré dans la demi-heure. Mais là encore, c'est pas comme ça qu'on va faire baisser l'homophobie, c'est pas comme ça qu'on va relever le débat, c'est pas comme ça qu'on va rassembler les Français. Cette façon de procéder par l'amalgame est indigne. Indigne, voilà. Moi, je ne me laisserai accuser d'homophobie par personne, parce que, tout simplement, je ne le suis pas. Mais en revanche, je revendique le droit d'être contre cette loi. Je veux dire, c'est légitime. Henri Guénaud, on va passer au chapitre de l'affaire Bettencourt, qui est aussi une de vos actualités du moment. Vous en êtes pris au juge... Je suis pas non, mais je vais expliquer la chose. Vous en êtes pris au juge Gentil qui a mis Nicolas Sarkozy en examen. Pour vous, il a déshonoré un homme, les institutions, la justice. Donc vous êtes visé par une enquête préliminaire pour outrage à magistrat. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces propos et le tollé que ça a déclenché? Alors je ne regrette pas, je ne regrette rien de mes propos, mais alors pas un mot. Pas un mot de ces propos, je suis prêt à les répéter. Pourquoi le regretterais-je? Puisque c'est ce que je pense profondément, et ce qui, à mon sens, c'est profondément la vérité. Je n'ai même pas dit ça à propos du juge Gentil, parce qu'il avait mis en examen Nicolas Sarkozy, mais parce que, n'ayant absolument rien trouvé, il a mis en examen pour abus de faiblesse. C'est juste insultant et tellement invraisemblable. Il n'y a pas une personne en France sensée, même aveuglée par le pire anti-sarkozysme, qui peut penser un instant que Nicolas Sarkozy est allé abuser de la faiblesse d'une vieille dame pour lui soutirer de l'argent. À une époque d'ailleurs, elle n'a été déclarée faible que 3 ans plus tard, expertise contestée, son mari était encore en vie, enfin tout ça ne tient pas debout. Tout ça est absolument invraisemblable. Bon, le juge l'a fait comme le font parfois les juges d'instruction, pour boucler son dossier, parce qu'il voulait absolument incriminer Nicolas Sarkozy. Bon, je trouve ça très mal. Je trouve ça très mal pour les simples citoyens auxquels ça arrive de temps en temps, et je trouve ça pire encore pour un ancien président de la République, parce que ça abîme nos institutions. Et ça abîme aussi la justice. Monsieur Kiechman, maître Kiechman, qui a été ministre délégué à la justice de François Mitterrand, qui connaît bien ce dossier, qui est un très grand pénaliste, a dit, lui, c'est un mauvais coup porté à la justice. Voilà. J'ai proféré une opinion, un jugement moral. Dans mon esprit et dans mon idée de la République, moi, d'abord, la justice n'appartient pas aux juges, elle appartient à tous les Français. Deuxièmement, il n'existe aucun agent public, aucun serviteur de l'État, aucun fonctionnaire, personne dans la République qui puisse échapper au jugement moral de ses concitoyens et a fortiori de ses représentants quand ils ont le sentiment qu'un abus a été commis.
Voilà, on peut me répondre sur le même temps. Mais me mais- répondre par une procédure, ça veut dire, qui n'a jamais été faite pour ça, hein, l'outrage d'un magistrat n'a jamais été fait pour ça. On est en train, si on accepte le principe de cette procédure, on est en train d'instaurer un délit d'opinion. Voilà. Et le délit d'opinion, c'est pas la République, c'est la tyrannie. Voilà. Mais ce reproche que vous faites à l'institution judiciaire, parce qu'on ne peut pas le retourner, vous êtes un élu du peuple, vous devez incarner un fonctionnement des institutions, un respect des institutions, des valeurs, et vous vous attaquez à la justice. Tout à l'heure, Non, je m'attaque au juge. au juge. Oui, alors oui, à la personne du juge. Ah ben oui, parce que c'est une personne avec ses grandeurs et ses faiblesses. Oui, mais est-ce que faisant cela, de la part de quelqu'un de respectable comme vous, c'est pas un message que vous envoyez en fait à tous les délinquants, qu'ils soient en blue jean ou en col blanc, en leur disant mais il y a des institutions, mais bon, on peut s'en accommoder, on peut les critiquer. Mais même vous chose imaginez... tout à l'heure avec la loi, vous disiez oui, parce que je vous le répète. respecte les maires quoi qu'ils fassent. Non, Donc, je on a dis, je ne l'impression que jetterai là la pierre. vous êtes Non. sur la ligne jaune. Là, hein. Non, je suis, oui, même au-delà de la ligne jaune. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous le redis, la République, la démocratie, ce sont des miracles de tous les jours. Tous ceux qui ont des responsabilités doivent les exercer avec retenue. Bon. La justice, si elle est instrumentalisée, si le juge fait passer ses sentiments personnels, fait passer sa susceptibilité, ses choix politiques, philosophiques, religieux, tout ce que vous voudrez, par-dessus son impartialité, eh bien, il pose un problème. Ce sont des institutions qui nous permettent de vivre ensemble. La justice est indépendante. Il a beaucoup de garanties et il a beaucoup de protections. Et ces protections et ces garanties ont une contrepartie. C'est une exigence de dépassement de soi. Savez-vous que la loi fait obligation au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge? Eh bien, quand le juge d'instruction, pour des raisons parfois humaines, mais tout de même inquiétantes, n'instruit qu'à charge ou qu'à décharge, eh bien, ça ne va plus. Donc, mais c'est quand même une vieille histoire, pardonnez-moi. Pour que la confiance existe entre l'institution judiciaire et les citoyens, il faut que chacun y mette du sien. Voilà. Et c'est mon rôle de le rappeler. Il faut que chacun y mette du sien. Rappelez-vous, dans l'histoire, on a beaucoup glosé, on s'est moqué de moi, mais je vais le répéter. Si vous dites on ne peut pas critiquer un juge, d'abord, ce seraient vraiment les seules personnes au monde ne peuvent pas critiquer. Hein. Je ne vois pas au nom de quel principe. Hein. Ça c'est la Déclaration des droits de l'homme. Tout agent public doit rendre compte de la façon dont il remplit ses fonctions. Mais si vous ne pouvez pas, il faut retirer tout de suite J'accuse de Zola des manuels scolaires. Parce que mais oui, c'était quoi? C'était la remise en cause violente, justifiée, et violente de la chose jugée, de l'autorité de la chose jugée. J'accuse de Zola. On l'a d'ailleurs envoyé en cour d'assises pour ça. On l'a condamné à 1 an de prison ferme. Vous vous rendez compte? Et on disait il a déshonoré l'armée, puisque c'était un tribunal militaire. Qui avait déshonoré l'armée? Ceux qui avaient condamné un innocent ou Zola? Non, quand vous dénoncez un abus, ce qui vous paraît être un abus ou une injustice, c'est pas vous qui déshonorez l'institution, c'est ceux qui ont commis cet abus et cette injustice. Voilà. Donc moi j'ai porté un jugement moral. Je n'ai pas diffamé le juge, cette motivation ne m'intéresse pas, je ne les connais pas. Juste prendre une décision aussi invraisemblable, aussi insultante pour un ancien président de la République, je l'ai dit, abîme nos institutions, abîme évidemment l'honneur de Nicolas Sarkozy, parce que on n'a pas choisi n'importe quoi comme incrimination. Bon. Et ça déshonore la justice. Tout le monde sait en plus qu'il n'y a rien dans ce dossier qui permettra de condamner Nicolas Sarkozy à quoi que ce soit. Tout le monde le sait, même vos confrères du Monde, dont l'anti-sarkozysme est bien connu, ont écrit qu'ils avaient eu accès à la totalité du dossier et qu'il n'y avait rien dedans. Encore une fois, M. Kejman, un mauvais coup porté à la justice. Mais nous avons le droit, parce que c'est à cette condition-là seulement qu'il peut y avoir une relation de confiance entre l'institution judiciaire et les Français. Et en faisant une procédure pour empêcher un parlementaire de porter un jugement sur l'action d'un agent public, eh bien, on sort de la République, en réalité. Moi, j'ai porté un jugement de valeur, je n'ai pas entrepris une action pour faire pression sur le juge, pour interrompre les procédures judiciaires. J'ai donné mon opinion. Est-ce que le délit d'opinion existe dans ce pays? Henri Guénaud, voilà. Question de Camille. Ni François Fillon ni NKM n'ont signé la lettre ouverte qui vous soutient. Pourquoi et est-ce que vous leur en voulez? Moi, j'en veux à personne. Je pense simplement que ça permet d'établir pour chacun l'idée que chacun se fait de la République. Voilà.
Moi, je ne veux pas d'une république où on judiciarise le débat politique, où on judiciarise toute la société. D'abord, je ne veux pas d'une république où tous les anciens présidents de la République vont passer plus de temps, vont passer tout leur temps pendant 20 ans dans les prétoires parce que tout le monde aura aura une vengeance à exercer à leur égard. Vous imaginez ce qui s'est passé dans mon histoire? C'est une lettre de dénonciation de l'Union syndicale des magistrats. De dénonciation. Bon, le procureur la prend au sérieux et fait une enquête préliminaire qui m'obligerait, si j'étais un simple citoyen, à aller m'expliquer devant un commissaire de police. Mais on est où? Donc maintenant, tout le monde va dénoncer tout le monde va passer son temps devant les tribunaux. Voilà, c'est pas ma conception de la République. Est-ce que vous dites la même chose? Et donc, on doit avoir quelques divergences avec François Fillon et Nathalie Kosciusko-Morizet sur ce sujet. François Fillon a fait sur son blog une lettre de soutien, mais a dit que ces mots n'étaient pas les siens. Dont acte. En tout cas, ce sont les miens. Moi, je les assume. Et 107 de mes collègues ont décidé, bien que ce ne soit pas leurs mots non plus, ont décidé de les assumer et de les partager, juste pour rappeler à l'institution judiciaire les grands principes de la République. Voilà, les grands principes de la République, c'est qu'on peut débattre de tout, parler de tout et critiquer tout le monde. Voilà. Est-ce que vous tenez les... Est-ce qu'on s'en prive? Est-ce qu'on se prive de critiquer les parlementaires? Est-ce qu'on se prive de critiquer le gouvernement? Est-ce qu'on se prive de critiquer les hommes politiques? Et heureusement, c'est le lieu du débat, la politique. Mais est-ce que vous dites la même chose de M. Guénaud, qui intéresse aussi, de M. Guéant, pardon, que la justice aussi regarde de très près en ce moment, en raison de sommes d'achat, Oui, bien, on n'est pas du tout sur le même sujet. Hein. Moi, on m'accuse d'avoir émis une opinion qui ne plaît pas. Rien à voir. Encore une fois, la question c'est est-ce qu'il existe un délit d'opinion. Là, on est sur des on est sur une enquête qui doit établir des faits. Bon, très bien, laissons l'enquête établir les faits. Les experts diront, l'enquête dira si les primes en liquide au ministère de l'Intérieur se sont arrêtées en 2002 ou en 2006. C'est quand même pas sorcier d'établir les ventes de tableaux, etc. Les experts diront combien valent les tableaux, on regardera d'où vient telle ou telle somme. Et puis ça vous surprend de la part de M. Guéant? Mais moi, pour l'instant, je ne fais aucun, je fais aucun procès d'intention. Donc vous êtes pour la présomption d'innocence? À Claude Guéant, aucun. Il est d'ailleurs pour l'instant pas poursuivi. Hein. Absolument. C'est une enquête. Moi, je le connais depuis longtemps. Jusqu'à preuve du contraire, je lui fais confiance pour son sens de l'État et son honnêteté. Maintenant, il y a une enquête. Laissons l'enquête se dérouler. Pas la même chose. Moi, on me dit il y a une enquête pour ça. Mais une enquête, pourquoi? Mes propos, je les ai assumés, les faits sont établis, passons à la suite. S'il faut aller devant les tribunaux, on ira devant les tribunaux, mais ça n'a rien à voir. Nicolas Sarkozy, on pourrait dire aussi, laissons l'enquête. Mais l'enquête, elle s'est écoulée. Ce que je reproche, moi, j'ai jamais intervenu quand le juge a décidé de l'entendre, a décidé d'ouvrir une enquête, l'a inclus dans son enquête. Bon, là où je me suis insurgé, c'est que pour clore son dossier, il prend une incrimination des faits qui est invraisemblable, encore une fois. Personne n'imagine, personne ne le pense, même ses pires adversaires politiques, qu'il est allé profiter de la faiblesse d'une vieille dame pour chercher de l'argent, des enveloppes. C'est totalement absurde. Et tout le monde sait, tous les gens qui connaissent ce dossier, à commencer par vos confrères du Monde, savent qu'il n'y a rien dans ce dossier qui permette une telle de justifier une telle incrimination, et elle est insultante. C'est pas un emploi fictif comme pour Jacques Chirac. S'il y a vraiment rien dans le dossier, ce serait quand même pas un très bon calcul de la part du juge que d'entamer une procédure pareille si ça fait pchit. Parce que ça n'arrive jamais. Parce que ça n'arrive pas. Non mais, vous voulez que je vous fasse la longue liste des vies abîmées, des injustices. Alors on me dit, laissez les procédures aller jusqu'à son terme, justice sera rendue, mais entre-temps, ça fait des dégâts. Voilà. Donc je veux au moins avoir le droit de dire ce que j'en pense. Voilà, encore une fois, je ne vais pas arrêter les procédures, mais il faudra quand même un jour s'interroger aussi sur la responsabilité, sur l'état d'esprit de certains magistrats. Quand on voit le mur des cons, hein, c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant, pas pour moi qui suis dessus, mais c'est inquiétant pour la liberté de chacun. Parce que on laisse beaucoup de voyous dehors. On poursuit d'une haine absolument inexpiable un certain nombre d'hommes publics, de politiques, de chefs d'entreprise.
mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais je vais vous faire une autre remarque quand même, parce que ça me démange depuis quelques jours. Hein. Les journalistes qui me donnent des leçons en disant, mais quand même, la loi, vous comprenez. L'autre jour, j'ouvre le journal Libération, les juges de Lille veulent perquisitionner Libération pour, je crois que c'était dans l'affaire qui concerne monsieur Strauss-Kahn, pour vérifier les sources des journalistes. Hurlement des journalistes, hurlement. Nous sommes protégés par la loi, la protection des secrets des sources, donc les journalistes ne veulent absolument pas que les juges viennent perquisitionner ces jeux. Ça, c'est légitime. Mais le parlementaire qui dit « moi, je veux avoir le droit de critiquer une décision aussi vraisemblable », et qui abîme autant les institutions, ça, le même journaliste m'explique que c'est pas légitime. Mais quand même, quand même, vous voyez bien, hein, que ça vous expliquerez avec Libération. Tous les journalistes sont comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème de perquisition, on vous sort le secret des sources, etc. Eh bien moi, je vous sors la liberté du parlementaire de s'exprimer librement dans le débat public. Alors quand il fait de la diffamation, très bien, il peut être poursuivi. Là, c'est pas de ça dont il s'agit. On va passer mon droit à l'opinion, voilà, mon droit au jugement moral. Henri Guénaud, on va passer au chapitre pour ou contre de cette émission. On va vous donner 4 idées de réformes qui sont en cours, et vous allez nous dire si vous êtes pour ou contre avec une rapide phrase d'explication. Vous voulez dire que je parle trop, c'est ça? L'enseignement en anglais dans les universités françaises, pour ou contre? Non, je suis contre. Je suis contre la façon dont on introduit cette question aujourd'hui de cette manière-là. Parce que le risque, si on fait les choses de cette façon-là, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas que nos étudiants parlent l'anglais, c'est absurde, mais si on le fait de cette façon-là, on va finir par faire de la langue française une langue qui ne sera plus la langue de la science, plus la langue de la gestion, plus la langue des études, plus la langue du savoir, et donc ça va devenir au mieux un patois, au pire une langue morte. Voilà, il faut quand même qu'on s'interroge, ça pose une question fondamentale. Est-ce que nous avons encore quelque chose à dire au monde, à dire dans le monde? Voilà. Et donc c'est un sujet très sérieux qu'on ne peut pas traiter à la sauvette de cette manière en disant « vous comprenez, c'est moderne, point à la ligne ». Voilà, ça suffit, ça aussi, ce n'est pas un argument. Il faut qu'on réfléchisse à ce que nous voulons être dans le monde. Bien sûr, il faut que nos enfants apprennent l'anglais, et puis même peut-être le chinois, et peut-être d'autres langues qui demain vont être très importantes dans le monde. Mais cessons de caricaturer tout ça et de se contenter du fameux « c'est moderne ». Et c'est comme ça. Voilà. Que voulons-nous faire de notre langue? Est-ce que nous voulons continuer d'exister sur la scène du monde? Henri Guénaud, pour ou contre le déblocage de l'intéressement et de la participation dans les entreprises pour relancer la consommation? Moi, je suis pas contre. C'est une idée très gaulliste. Non, je ne suis pas contre, mais simplement on mélange tout. Je veux dire, chaque gouvernement, de droite ou de gauche, d'ailleurs, on fait ça, on finit par abîmer l'idée même de participation, sans résoudre le problème, parce que on ne crée pas de la richesse supplémentaire, on ne crée pas du pouvoir d'achat supplémentaire. Donc il y a l'intéressement, ça vous le touchez tout de suite, et puis il y a la participation, vous la touchez plus tard. Si on évitait de tout mélanger, de chercher à financer la consommation en débloquant la participation, de financer les investissements en bradant les participations dans les entreprises publiques, on mélange tout. Donc on fait du conjoncturel avec du structurel. Voilà, mais tout ça devient une telle confusion, c'est terrible quand on voit l'état de l'économie et de la société. C'est pas comme ça qu'on va résoudre nos problèmes. Henri Guénaud, est-ce que vous êtes pour ou contre la publication des patrimoines des députés? Je suis radicalement opposé à cette mesure. Voilà. Je l'ai dit et redit, moi je fais de la politique, pour beaucoup de mes collègues, c'est un sacrifice de faire de la politique. Je veux être respecté. Voilà. Et si je ne suis pas respecté, j'irai faire autre chose. Publier son patrimoine, ça veut dire être obligé d'expliquer toute sa vie, parce qu'un patrimoine, c'est une vie. Pourquoi vous avez tant, pourquoi vous avez moins. À ce moment-là, il faut que chacun de nos concitoyens se dise « et si moi j'étais obligé ?» Et si nous étions tous obligés de publier notre patrimoine, dans quelle société vivrions-nous? Voilà, c'est cette société de la suspicion, cette société dans laquelle toute forme d'intimité et de droit à la vie privée est une société dont moi je ne veux pas. Voilà, c'est une façon de faire. Qu'il y ait un contrôle en début de mandat. Ah, mais ça c'est autre chose. D'accord. Les contrôles, d'ailleurs aujourd'hui, moi je suis contrôlé par le FIS. Il y a une commission, où je suis obligé de déclarer mon patrimoine, qu'elle ait plus de pouvoir de contrôle. Oui, écoutez, très bien. Enfin, il ne faut pas non plus que ça devienne une inquisition permanente. Mais ça, vous le voteriez pas. Oui, mais ça pas trop. Ce qui me gêne, c'est cette société dans laquelle l'intimité n'a plus sa place.
dans laquelle la vie privée n'a plus sa place, dans laquelle j'ai plus le droit d'avoir mes petits secrets pour mon voisin, pour le reste de ma famille, pour les autres. Enfin, c'est une société épouvantable. Voilà. Et là encore, le président de la République ne rend pas service à la démocratie. C'est de la démagogie. Au lieu de dire je me suis trompé sur M. Cahuzac, j'ai fait une erreur de jugement, je vous présente mes excuses, et à dire non, on va moraliser la vie publique en obligeant tout le monde à se déshabiller en place publique. Mais vous croyez que M. Cahuzac il aurait affiché son compte en Suisse si on avait obligé à publier son patrimoine? Alors pour ou contre, on vous avait demandé des réponses courtes. C'est court là par rapport au sujet. Pour ou contre le fait de gouverner par ordonnance, qui est en débat aujourd'hui à l'Assemblée, notamment pour accélérer le bâtiment. Alors, je ne suis pas contre le principe des ordonnances, il est dans la Constitution, tout le monde l'a utilisé. Je ne suis pas sûr que là, ça soit vraiment une bonne application du principe. Donc voilà. vous ne voterez pas ce texte? On verra ce qu'il y a dans le texte. Mais pour l'instant, je suis plutôt pas favorable à le voter, et pas favorable à donner une habilitation pour des ordonnances sur ce sujet dans le contexte actuel. Voilà. Mais ce n'est pas une position de principe contre les ordonnances. C'est que là, je trouve que franchement, il y a de l'abus. Voilà. Alors, on va parler de présidentielle maintenant. Vous avez estimé que Nicolas Sarkozy ne devait pas passer par une primaire s'il décidait de se présenter en 2017. Est-ce que l'UMP doit tout suspendre en attendant cette décision? Non, mais moi, si tout le monde veut des primaires, il y en aura, mais moi, je ne suis pas favorable à cette institution des primaires. Elle nous a d'abord donné le pire président de la Ve République, regardez. Et s'agissant de Nicolas Sarkozy, si jamais il devait revenir, d'abord, c'est que les événements, les circonstances l'appelleraient. Deuxièmement, vous n'imaginez pas un ancien président de la République qui a représenté tous les Français, revenir s'enfermer dans son camp, pour refaire tout le cheminement du noyau dur de son camp jusqu'au moment où il va s'adresser à tous. C'est parfaitement inconcevable. Et si jamais il devait y en avoir, ce serait une formalité pure. Voilà. Mais c'est François Fillon qui a dit qu'on était tous au même niveau, parlant des candidats possibles. Il dit ce qu'il veut. Moi, je vous réponds ce que j'ai envie de vous répondre. Voilà, c'est déjà, c'est pas vraiment une façon de consolider les institutions de la Ve et d'être dans l'esprit de la Ve République que de faire des primaires pour les présidentielles. Mais alors, un ancien président de la République, encore une fois, qui a incarné la France, tous les Français, revenir s'enfermer dans son camp au sens le plus étroit, pour ensuite reparler à tout le monde, c'est une chose que moi je trouve assez folle. Et de toute façon, encore une fois, s'il revient, c'est parce que les circonstances s'appelleront, c'est parce que ce sera évident. Donc il n'y aura pas besoin de faire de concours de beauté de ce genre, ça ne servira à rien. Et puis s'il n'est pas là, nous verrons bien ce que seront les circonstances. Et si tout le monde veut des primaires, Henri Guénaud, on a une question qui revient beaucoup chez nos lecteurs, qui ne va peut-être pas vous plaire. Ah. Par exemple, Jacques qui nous dit si Nicolas Sarkozy n'y va pas, est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui que vous envisagez de vous y présenter à la présidentielle? Ma conviction profonde, c'est que parler aujourd'hui de l'échéance des présidentielles à quelque chose d'indécent, voilà, c'est dans 4 ans. C'est dans 4 ans. Je veux dire, aujourd'hui, la France est en crise, tout s'effondre. L'économie, la société se déchire, les divisions grandissent. Regardez les tensions qu'il y a dans la société française, les souffrances, la violence. Et chacun est là avec ses petites ambitions pour savoir s'il sera le prochain candidat aux élections présidentielles. Attendons, ça n'est pas le moment. Voilà, ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et pourtant, tout le monde ne pense qu'à ça. Ils ne pensent qu'à ça, moi non, je ne pense pas qu'à ça. Moi, ce qui m'intéresse, et les Français aussi, ils ne pensent pas qu'à ça. Les Français, les Français, je suis d'accord, mais quand je dis tout le monde, qu'avons-nous à dire aux Français aujourd'hui sur ce qui se passe, sur ce qu'ils vivent, comment on en sort? Et puis, le moment venu, eh bien, chacun se déterminera, ses ambitions, elles sont légitimes, mais juste, on ne peut pas vivre tout le temps qu'avec cette obsession en tête. On avait posé la question au général de Gaulle pour son second mandat. Il dit, serez-vous candidat? Et il avait dit, eh bien, vous le saurez le moment venu. Et bien voilà, vous saurez le moment venu. Non, mais je pense que derrière la question de cet internaute, il y a quelque chose d'autre qui est de dire, mais est-ce que Jean-François Copé et François Fillon sont tellement abîmés
est-ce que le moment ne va pas venir que quelqu'un d'autre surgisse, que quelqu'un d'autre s'impose, et pourquoi pas Henri Guénaud, pourquoi pas... Voilà, je crois que c'est ça l'idée de la question. Pourquoi pas Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, je n'en sais rien. Je l'ai dit, on m'a posé la question autrement, quelles sont vos ambitions? J'ai répondu, ça a fait la une d'un article du Monde, un portrait du Monde, sans limite. Voilà. On parle même de votre appétit pour 2017. Je n'ai pas d'appétit pour 2017, mais c'est sans limite. Nous verrons en fonction des circonstances. Aujourd'hui, c'est à la fois indécent et ridicule de parler de ça. Je ne suis pas en position de dire je serai candidat. Et je pense que je pense que le devoir que nous avons tous vis-à-vis des Français, c'est de nous occuper d'eux. Et que le moment viendra où il sera indispensable de trancher cette question. Ce moment n'est juste pas venu. C'est pas pour me défiler. Voilà, mes ambitions sont sans limite. Les circonstances décideront. Voilà, moi, je me suis engagé en politique pour essayer de peser sur l'histoire. Aurais-je les moyens de le faire? Je n'en sais rien. Alors, on va aussi passer à une autre échéance, celle des municipales. À Paris, il y a une partie de la droite qui tente de barrer le chemin à NKM pour la mairie. Est-ce que vous faites partie de ceux qui préféraient un autre candidat? Mais non, alors, on veut faire des primaires, laissons les primaires. Aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet s'impose comme un candidat naturel à Paris. On ne voit pas très bien qui aurait plus de chances qu'elle de gagner les municipales. Bon, voilà. En plus, on a décidé de faire des primaires. Je ne suis pas sûr que ça soit là aussi une bonne idée. Je ne suis pas sûr que ça va donner une dynamique plus grande à sa campagne. Mais on a décidé, donc on va avoir des primaires, et puis un candidat sera désigné, je soutiendrai le candidat qui sera désigné. Enfin, si on pouvait éviter les phrases assassines, les mots désagréables, dans son propre camp, ce serait aussi bien. Ce serait aussi bien. Ça vaut d'ailleurs pour beaucoup d'autres. Vous désapprouvez Je désapprouve totalement, oui. Les propos de Guillaume Pelletier. Oui, absolument. Je les approuve totalement. Voilà, je pense que ça n'est pas bien de se comporter de cette façon. Voilà, on peut avoir des débats internes. Guillaume Pelletier peut faire campagne dans les primaires de Paris pour le candidat qu'il veut, mais ce genre d'expression publique me paraît... c'est une forme de trahison du minimum de solidarité que nous devons les uns aux autres, à partir du moment où nous avons décidé de nous battre ensemble et de gouverner ensemble. C'est la machine à perdre qui est enclenchée à Paris? Oh, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui fasse perdre Paris, mais enfin, voilà, il faut éviter de donner ce spectacle aux Français. Et encore une fois, il n'y a hélas pas que Guillaume Pelletier, j'entends aussi parfois des choses... Il y a une autre question. Beaucoup de gens qui feraient mieux de se taire, voilà, et de réfléchir à ce qu'ils ont à dire aux Français, ce qu'ils ont à proposer, plutôt que de commenter toujours les propos et les attitudes de leurs amis politiques. Il y a une autre question plus fondamentale qui crée aussi beaucoup de discussions au sein de l'UMP, c'est la stratégie à adopter par rapport au Front National. Et on voit bien que s'il y a un Front National élevé, ça va être difficile pour l'UMP de rêver de vagues bleues, comme dit Jean-François Copé. Alors, quelle est votre position par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les élus de l'UMP, les dirigeants de l'UMP, et puis la base électorale par rapport au FN? Je ne sais pas s'il y a un décalage ou pas, je sais ce qu'est ma position politique. Alors, votre position? Ma position, elle est très simple. Je suis totalement opposé à toute alliance avec le Front National. Je suis aussi opposé depuis toujours au Front Républicain, parce que le Front National, si on considère qu'il n'est pas dans la République, il faut l'interdire. Personne n'a souhaité l'interdire, ce serait d'ailleurs une absurdité démocratique. Donc il est dans la République, donc il concourt. Et donc l'idée qu'il faut absolument empêcher les candidats du Front National d'être élus en s'alliant avec la gauche, sauf dans certains cas, très, très particuliers, mais c'est une idée folle parce que ça consiste ça veut dire qu'on adresse un geste de mépris à tous ces électeurs. Ces électeurs, s'ils votent pour le Front, ils ont des raisons. Moi, la seule façon de combattre le Front National, c'est de parler aux Français pour qu'ils n'aient pas besoin de se tourner vers le Front National. Qu'avons-nous à dire à toute cette France qui a envie de dire non à tout parce qu'elle n'est plus entendue, elle a le sentiment de n'être plus entendue, de n'être plus libre, de n'être plus maître de sa vie et de son destin, de n'être plus respectée. Voilà la réponse. Mais moi, je ne suis pas encore une fois, je ne suis pas pour une alliance avec le Front. Je ne suis pas non plus pour le Front républicain, parce que le Front républicain, c'est quand même une sorte de geste de mépris vis-à-vis de tous ceux qui expriment quelque chose en votant pour le Front. Voilà.
moi, ce sont des Français comme les autres. S'ils sont aussi nombreux dans certains endroits, il faut peut-être se préoccuper de leur parler. Voilà. Henri Guénaud, on va entrer dans les 5 dernières minutes de cette émission avec nos questions d'actu. Pour chaque journée qui vient de s'écouler, on vous fait commenter une actualité. Et on commence avec l'actu de vendredi, Michel. Oui, vendredi, donc, c'était le lendemain de la conférence de presse de François Hollande, où il a parlé des retraites, où il a assez brillamment d'ailleurs défendu la nécessité d'une réforme. Je ne parle pas du contenu. Une sortie très commentée sur le web. Dès lors qu'on vit plus longtemps, on devra travailler plus longtemps. Vous êtes favorable à cette nouvelle réforme? Non, mais je ne sais pas que je suis favorable, c'est qu'il est nécessaire effectivement de travailler plus longtemps quand on tel qu'il l'a exprimé. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans sa réforme. Quand je me souviens de tout ce qu'il a pu dire, déverser comme critique sur les propos de Nicolas Sarkozy quand il disait ça, il disait cela. Moi, ma position est très simple. Je suis contre qu'on porte atteinte au pouvoir d'achat des retraites. Je suis contre la désindexation des retraites. Et je pense que la variable d'ajustement, les variables d'ajustement, c'est l'âge de départ à la retraite et le nombre d'années cotisées, précisément parce qu'on vit plus longtemps et qu'il faut travailler plus longtemps. Mais si on veut faire de l'ajustement, soit en alourdissant le coût du travail, ce sera une catastrophe parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Ça veut dire que moins d'argent va rentrer, on va y avoir plus de chômeurs, moins d'argent dans les caisses des systèmes sociaux, etc. Bon, donc ça c'est absurde. Hein. Le problème du coût du travail est déjà assez grave comme ça. Et puis deuxièmement, je pense que ça serait très malhonnête vis-à-vis des retraités que d'essayer de résoudre le problème en désindexant les retraites ou en diminuant les pensions. Vous avez le sentiment d'une conversion de François Hollande sur cette question-là? Non mais François Hollande a tellement menti pendant sa campagne que, évidemment, aujourd'hui, c'est pas, il a décidé de financer le crédit d'impôt compétitivité par 10 milliards de TVA, après nous avoir expliqué que la TVA c'était un impôt scandaleux. Bon, il n'arrête pas de dire le contraire de ce qu'il racontait pendant sa campagne. Voilà, je ne sais pas si c'est une conversion, c'est simplement, une fois de plus, l'aveu d'un mensonge électoral. Alors on passe à l'actu de ce week-end. On a appris que Jérôme Cahuzac ne serait finalement pas candidat à la législative partielle. Est-ce qu'une implication dans une affaire oblige forcément à renoncer à toute candidature, selon vous? Et la loi n'oblige pas, sauf quand on est condamné et qu'on est inéligible. Voilà. Je veux dire, il y a des cas d'inéligibilité, pour l'instant il n'est pas condamné. Donc aujourd'hui il pourrait se présenter. C'est son problème et celui des électeurs. Bon, moi, je trouve que si c'était présenté, ce n'était pas forcément l'attitude la plus décente encore qui soit. Vous savez, la décence, c'est devenu une valeur rare, mais tellement précieuse. Oui, puis on a vu des condamnés être brillamment réélus. Oui, parce qu'à la fin, c'est le peuple qui tranche. Donc on applique la loi. Quand on est inéligible, on peut se présenter. Puis quand on peut, chacun décide en fonction de l'idée qu'il se fait, encore une fois, de la décence. Et ses concitoyens tranchent. Voilà, je ne dis pas que j'approuve le fait que des gens qui ont commis des actes de malhonnêteté flagrants se présentent. Mais après, chacun juge. Encore une fois, il manque, je crois, une réflexion sur la décence dans notre société. Lundi, M. Guénaud, c'était une journée fériée, puisque c'est une journée qui est consacrée. C'est pas tout à fait une journée fériée. Enfin, c'est une journée fériée travaillée, voilà. Dont les bénéfices se servent à financer la solidarité. Paraît-il. Alors, paraît-il. Enfin, oui. Admettons. Mais c'est plus sur le principe que je voulais vous interroger. Est-ce qu'il faudrait étendre ce genre de dispositif? Est-ce qu'il y a trop de jours fériés en France? Est-ce que ça participerait d'une relance, d'un redressement du pays? Non, franchement, je pense que tout ça... Il y a un gros débat là-dessus, y compris sur le coût des ponts, etc. Oui, il y a beaucoup de ponts. Enfin, franchement, je pense que le problème de la compétitivité française n'est pas là. Arrêtons de vouloir tout bouleverser, de vouloir bricoler de cette manière. C'est le problème du coût du travail, le problème de la compétitivité, le problème de l'innovation. En France, il se trouve ailleurs que dans des bricolages de ce genre. Bon, qu'on fasse une journée de solidarité, très bien, mais enfin, on va pas... L'idée qu'on va défaire tous les ponts, tous les jours fériés... vous croyez vraiment qu'après ça, il n'y aura plus de chômeurs en France? Je pense que tout ça est un peu simpliste. Alors, puisqu'on parle de journée travaillée, des députés ont écrit à François Hollande pour demander le maintien de l'ouverture des magasins de bricolage en Ile-de-France le dimanche. Est-ce que cette initiative, vous la soutenez, vous la comprenez? Oui, bien sûr. Des députés de gauche? Députés socialistes, tout à fait. Oui, je la comprends tout à fait. Ça vous étonne que ce soit des députés de gauche qui défendent cette idée? C'est très bien. Non, mais
de temps en temps, il y a des réalités qui s'imposent à tout le monde. Moi, je ne suis pas enfermé dans l'esprit de parti, qui est la pire des choses dans une démocratie. D'ailleurs, je regrette que les députés socialistes ne nous aient pas fait partager cette pétition. Je l'aurais signée volontiers. Pourquoi? Parce que c'est le dimanche que les bricoleurs ont le temps d'assouvir leur passion, d'aller faire leurs courses. Voilà, ça fait... c'est sur la base du volontariat, les gens sont mieux payés. Je ne dis pas qu'il faut faire travailler tout le monde le dimanche, parce que sinon le bricoleur ne pourra plus aller au magasin de bricolage. Mais ça me paraît raisonnable, oui, ça me paraît raisonnable. Voilà, enfin une idée raisonnable qu'ont les socialistes. Non, c'est juste pour vous taquiner un peu. Il y a des choses que j'ai approuvées voilà, depuis le début, des choses que je désapprouve profondément. Encore une fois, sortant de l'esprit plus étroitement partisan, même s'il est normal qu'il y ait une majorité et une opposition. Dernière question. Même pire que le régime des partis. Dernière question et dernière actualité, c'était hier, mercredi, donc, qui se tenait le sommet européen consacré entre autres à la fraude fiscale. Est-ce que l'Europe, c'est le bon niveau pour lutter contre la fraude? Est-ce qu'il est inadmissible qu'il y ait des paradis fiscaux, y compris des pays membres de l'Union européenne? Mais moi, je n'ai jamais compris, au lieu de perdre son temps à faire des réglementations sur les fromages et sur la vie quotidienne des gens, je pense que depuis longtemps, on aurait pu au moins se mettre d'accord sur le principe suivant, c'est qu'on ne peut pas opposer le secret bancaire en Europe aux administrations fiscales. Voilà, je pense que ça c'est un principe très simple et très sain. Alors ça ne suffit pas parce qu'il y a des pays qui ne sont pas dans l'Europe, qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais je vous rappelle... Mais il y en a qui y sont. Voilà, mais ceux qui, déjà en Europe, ne devraient pas pouvoir opposer le secret bancaire aux administrations fiscales. Je pense que ça serait quand même un grand progrès. Je vous rappelle quand même que la lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, celui qui l'a lancé à l'échelle mondiale et au G20, s'appelait Nicolas Sarkozy. Voilà. D'ailleurs, ce qui a obligé M. Cahuzac à déplacer son compte de Suisse à Singapour, parce que la Suisse était sur la liste des paradis fiscaux qui avait été publiée après le G20 de Londres. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Henri Guénaud d'avoir participé. En finir sur Cahuzac, c'est pas drôle. Vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être? Non, mais c'est une rôle de fin. Non, juste ceci, je voudrais que tout le monde ait conscience de la gravité de la situation dans laquelle on se trouve et soit capable des transgressions nécessaires pour en sortir. Quand on est dans des crises pareilles, il faut que tout le monde passe par-dessus ses préjugés. Les préjugés de son camp, les préjugés de sa majorité, parfois de son gouvernement. Nous affrontons une crise sans précédent et qui est une crise qui exige que nous réfléchissions et nous nous comportions de façon très différente, tous, par rapport aux 30 ou 40 dernières années qui nous ont construit le monde et la société invivable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà. Et donc ce sera celui-ci, le vrai mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Michel. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous recevons Pierre-Yves Bournazel mardi matin pour une nouvelle édition de notre émission politique. Restez connectés sur l'internaute.com et ouestfrance.fr.